Bonjour à tous, bienvenue sur l'Actu Matin. L'affaire du Béninois Steve Amoussou, retrouvé à Lomé par des compatriotes à lui et qui l'ont ramené de force à Cotonou et remis à la police républicaine, a désormais une qualification à Cotonou. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a parlé d'arrestation illégale et de complicité d'arrestation illégale et a condamné à ce titre 2 hommes sur 3. Parmi les prévenus, les journaux découvrent leurs identités respectives ce matin et les peines infligées à chacun de par la criette. Nous ferons le point lors de la une des journaux, ce sera tout à l'heure. À l'heure de nos débats, dans une soixantaine de minutes, nous allons aussi évoquer le sujet et analyser les contours des décisions et des peines. C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et nous verrons avec les débatteurs si nous sommes vers le bout du tunnel ou si nous sommes toujours entre-temps écartés de l'essentiel. Nos discussions, c'est dans quelques instants. 2 mots dans le domaine économie ce matin, c'est bien normal, nous sommes mercredi et ce jour est consacré à la thématique du milieu. Nous allons voir avec notre invité ce que les nouveaux marchés construits et inaugurés les uns après les autres peuvent apporter à l'amélioration des affaires au Bénin. Et juste après lui, nous recevrons notre spécialiste maison des questions liées à l'économie. Jacques Degbé sera au téléphone depuis Parakou. Avec lui, on va parler de changement climatique et de leurs répercussions sur les économies africaines. Bienvenue à tous. Le premier rendez-vous sur l'Actu Matin, ça s'appelle la une des journaux. Quand on est sur Canal 3 Bénin, on commence toujours par fraternité, sécurité et agriculture. Les solutions à envisager. Rentrée scolaire 2024 à 2025, les AME prêts, mais des inquiétudes. Affaire arrestation illégale de Steve Amoussou, les peines infligées aux ravisseurs par la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et puis un dernier titre totalement en bas. Vous n'aviez peut-être pas pu le voir. Formation sur l'hygiène menstruelle. L'ONG EVI sensibilise pour une meilleure santé communautaire. Le quotidien Nord-Sud quotidien, arrestation illégale de frère Ouvi, Wani Lomedega Fagla Blanchi. Décryptage info, UEMOA, bond de 11,9% du volume des opérations du marché interbancaire en juillet 2024, a précisé le journal. Info matin, procès des ravisseurs de Steve Amoussou, les détails du rapt révélés, Wanilo Medega Fagla relaxé, Jimmy Gandaro et Jérôme Baguidi respectivement condamnés à 24 et 18 mois d'emprisonnement, 6 millions de dommages et intérêts pour Steve Amoussou. Matin libre, kidnapping de Steve Amoussou, mandat d'arrêt à Lomé, procès à Cotonou, Wanilo blanc comme neige, Gandaro et Baguidi condamné, la thèse d'enlèvement confirmée. Le matinal, affaire enlèvement de Steve Amoussou à la criette, les peines de prison contre les ravisseurs, Wanilo Medega Fagla relaxé 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux cyberactivistes. Le potentiel, condamnation d'un commis de l'État pour violation de la Constitution, le préfet Jean-Claude Kodjia, sa légitimité au poste en question. L'affiche du jour, après le verdict du procès ce mardi à la criette entre Steve Amoussou et frère Ouvi, qui comparaîtra finalement le 7 octobre prochain, s'est demandé le quotidien. 109. Après l'appropriation des tests de la HAC, le président Loko et les siens attaquent le bilan de la 6e mandature dès ce jour même. Et puis sexualité, l'OMS alerte sur une hausse inquiétante des rapports sexuels non protégés chez les adolescents. Voici d'abord maintenant pour continuer à travers la signature de nouvel accord de coopération. La Chine et le Bénin se donnent la main pour un partenariat prospère. Par ailleurs, fait divers, PRRM, un bébé de 2 jours abandonné dans la brousse. Le quotidien L'Indépendant, agissement 20 et inutile de prétentieux de 2026, quand l'engagement citoyen de Luc Atroko donne
L'insomnie, Bénin intelligent, Forum Chine-Afrique 2024, une voix forte pour le Sud global. L'autre quotidien, affaire enlèvement de Steve Amoussou, alias frère Rouvi, la justice béninoise prend ses responsabilités. Que nous dit Libération ce matin? Enseignement secondaire, rentrée 2024-2025, des responsables pédagogiques et administratifs nommés, plus de 500 enseignants mutés. Le Télégramme, affaire frère Rouvi, Steve Amoussou porte plainte contre ses ravisseurs. Un dédommagement de 20 millions de francs CFA réclamé. Le quotidien est visiblement un peu en retard avec l'actualité. Wani Lofagla, relaxé, Gandaro Bagidi condamné à 2 ans. Et nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, sécurité et agriculture, les solutions à envisager. Le quotidien a donné la parole à des acteurs concernés. Rentrée scolaire 2024-2025, les AME prêts, mais des inquiétudes. Affaire arrestation illégale de Steve Amoussou, les peines infligées aux ravisseurs par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et puis formation sur l'hygiène menstruelle, l'ONGIV sensibilise pour une meilleure santé communautaire. Et voilà donc ce qu'on peut retenir des titres les plus importants à la une des productions et des parutions ce matin. Fraternité, dans ses pages, a continué justement à donner priorité aux sujets qui doivent intéresser le gouvernement de Patrice Talon, qui a repris du service, en tout cas officiellement depuis lundi dernier, donc avant-hier. Dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, Abiola Serge Virgile Cueto a été interrogé par le quotidien et il dit si les choses continuent telles qu'elles évoluent, disons-nous que des efforts reste à faire. Alors, une longue réflexion à travers une interview que le quotidien lui a accordée et que vous pouvez lire à la page 2 de sa production de ce matin. Sur la 3, vous avez toujours aussi un autre acteur, sinon une autre actrice du domaine, ma foi, de l'environnement et de l'agriculture. Il s'agit cette fois-ci de Marietta Gorodobou, qui est ingénieure agronome. Quant à elle, dit-elle ceci, il faut encourager l'adoption de technologies agricoles modernes. Elle aussi a accordé une interview à la publication. Les propos ont été recueillis par Moïse Dosoumou, lisez et découvrez. L'autre sujet prioritaire qui a intéressé aussi le quotidien, c'est la question sécuritaire. Il y a de gros défis actuellement. Et là-dessus, l'exécutif est au four et au moulin. Qu'est-ce qu'il fait? À la fois, Fraternité a été un peu curieux. Vous pouvez le lire donc dans sa production de ce matin. Et puis, ce qui fait l'actualité depuis hier soir à Cotonou, eh ben, c'est l'affaire arrestation illégale de Steve Amoussou. Les peines infligées aux ravisseurs sont à découvrir dans les colonnes du quotidien, notamment à sa page 5. De son numéro de ce matin. Achetez donc le quotidien et lisez. Lisez aussi ce qui inquiète les aspirants au métier de l'enseignement. Ils sont prêts, nous fait constater Fraternité, mais il y a un petit mais. Quel est ce mais et quelles sont ces inquiétudes qui fait porter des réserves au quotidien? Eh ben, le journal vous livre tous les détails, notamment en sa page 6. Achetez donc Fraternité. Si votre livreur n'est pas encore de passage, allez sur internet www.fraternité.bj. C'est le site internet du quotidien. Informez-vous, c'est la bonne source. En tout cas, quand on est à Cotonou. Et quand on est à Cotonou, qu'on aime bien regarder la télé, votre meilleur choix, c'est Canal 3 Bénin. Tous les matins, vous avez votre matinale qui commence toujours à 7h avec la une des journaux qu'on vient de boucler. Le deuxième acte, ce sera le bulletin de l'information avec une belle présentatrice ce matin, Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. C'est à vous, le gouvernail, pour nous présenter le bulletin. Mais déjà, les titres essentiels à retenir, c'est aujourd'hui mercredi que démarre le 9e sommet Chine-Africa-Pékin. Ce forum qui s'étend sur 3 jours va permettre de renforcer les liens de coopération entre la Chine et l'Afrique, mais aussi de poser les jalons de nouveaux accords. Mariam Tchabitalata Zimé, que vous avez à l'image là, eh ben, est à la tête d'une délégation
délégation qui représente le Bénin à cette occasion. Vous l'entendrez tout à l'heure. On reviendra au pays pour faire le point du séminaire d'appropriation des tests régissant la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le nouveau conseiller de la HAC se familiarise avec les lois et règlements qui régissent le secteur de l'audiovisuel et de la communication au Bénin. Les assises qui se tiennent à Boyko sous la direction du président de l'institution vont durer 2 jours. Il y a d'autres détails aussi à découvrir. Voici le bulletin. Et on commence par une note de diplomatie et de coopération. Le Bénin, tout comme plusieurs pays africains, participe au 9e sommet Chine-Afrique prévu à Pékin du 4 au 6 septembre prochain, Ingrid. En effet, Tanguy, le Bénin est représenté à ce sommet par une délégation conduite par la vice-présidente Mariam Tchabi Talatazime Yerima, s'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. C'est autour de ce thème que s'anime ce forum qui va permettre de renforcer les liens de coopération entre la Chine et l'Afrique, mais aussi poser les jalons de nouveaux accords. Voici un extrait des premiers mots de la vice-présidente du Bénin dès son arrivée en Chine. La relation entre la Chine et notre continent et le Bénin ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants au peuple chinois pour l'attention accordée à notre pays. En prélude aux travaux du Forum sur la coopération Chine-Afrique à Pékin, la vice-présidente a accordé des audiences aux femmes entrepreneurs chinoises. Le désir, c'est de s'implanter au Bénin et de contribuer à l'épanouissement de la chaîne féminine à travers les activités de leurs entreprises. Suivons. The ambassador that I asked the ambassador to arrange the meeting with you because I'm very familiar with ambassador. 然后呢，帮助到非洲的，是长期待在工作了，Donc aussi, je suis permanent en Chine et prochainement 是女性的那个身份，然后第二个是一位那个企业家的身份。C'est bon? 在一个政府中， Très heureuse d'avoir rencontré la vice-présidente et c'est un honneur pour moi. Étant une femme, et aussi c'est un honneur parce que c'est un modèle. Si nous nous trouvons dans un gouvernement et que la vice-présidente, elle est une femme, c'est la fierté de toutes les femmes en général. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous devons faire quelque chose pour aider la population africaine, plus précisément la population, les femmes, à être indépendante financièrement, à faire quelque chose pour aider, pour augmenter l'employabilité des femmes en Afrique. Je suis Anna Wang, PDG de... Nous faisons aussi dans le de savoir que la vice-présidente du Bénin est une femme. Oui. 您好，我去贝宁考察投资，我期待能对贝宁，感谢贵国给我们这个机会，希望有共和一个。非洲和东南亚几个国家投资了一些企业和矿产，经营的还不错。 De l'organisation pour la rencontre de ce soir. Elle aurait pu s'en passer. Elle aurait pu préférer d'autres pays au Bénin, mais elle a choisi de nous rencontrer.
C'est la marque de l'intérêt qu'elle porte à notre pays. Je la remercie. Nous sommes comme une porte d'entrée. Une porte d'entrée vers beaucoup de pays de l'interland. Très heureuse de rencontrer la vice-présidente parce que c'est une fierté d'avoir une femme en tant que vice-présidente de la République. Et puis c'est par le biais de l'ambassadeur et de l'ambassadrice avec les activités de promotion, les activités commerciales organisées à l'ambassade que j'ai découvert en fait le Bénin. Et j'ai aussi de très bonnes intentions pour aller faire des activités d'investissement avec les femmes béninoises. On revient maintenant au pays pour faire le résumé du séminaire d'appropriation des tests régissant la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avec le rendez-vous à mobiliser autour des cadres techniques et autres l'ensemble des nouveaux conseillers installés en juillet dernier. Plusieurs autres communications ont meublé les échanges et mettent Hélène Amoussou pour les précisions. 2 jours de séminaire organisés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Les assises réunissent l'ensemble des conseillers de la 7e mandature ainsi que d'autres cadres. Elles visent à renforcer la compréhension et l'application des tests régissant le fonctionnement de l'institution. Qu'il vous souvienne que le travail de régulation doit se faire à l'aune des tests. Donc, nous avons par exemple la loi organique sur la HAC, le règlement intérieur, le code de l'information et de la communication, la loi sur la radiodiffusion numérique. Donc les conseillers de la 7e mandature doivent maîtriser ces différents tests-là pour pouvoir faire leur travail de façon légale dans le respect des tests. C'est une étape essentielle pour permettre à ces hommes et femmes d'appréhender le rôle qui leur incombe désormais, de même que leurs responsabilités dans la promotion de la liberté de presse, la régulation des médias et la garantie du pluralisme d'opinion. Les échanges seront le cadre de leur présenter à nouveau la HAC à travers sa mission, son organisation, sa composition et son fonctionnement. À la suite de cette communication introductive, suivront 4 autres présentations qui porteront sur les diverses lois et les règlements qui encadrent la régulation de l'audiovisuel et de la communication au Bénin. Les lois sur lesquelles la HAC existe et fonctionne, d'abord la loi organique, la loi sur la radiodiffusion, puisque c'est la HAC qui prend les décisions d'attribution des fréquences. Aujourd'hui, vous savez qu'on est à l'ère de la TNT, toutes les lois de mutation de l'analogie au numérique. Et nous parlerons du code de l'information, nous parlerons du règlement, de notre règlement intérieur, des lois et des tests connexes. Donc sur ces tests-là, on va essayer de visiter les contenus, expliquer et les attentes. En un mot, je pense que pendant ces 2 jours qui arrivent, on essaiera de s'approprier de ces tests-là pour en faire vraiment une base d'idées dans les réflexions de prise des décisions qui arrivent. Engagé à promouvoir une régulation indépendante, transparente et respectueuse des tests qui régissent l'univers de la presse au Bénin. La HAC, à la suite de cet atelier, prévoit également faire un bilan de la 6e mandature. Cette évaluation permettra de mesurer les avancées réalisées, puis d'identifier les axes d'amélioration pour les prochaines années. On reste avec Hélène Amoussou pour parler maintenant de la prise en compte de la nutrition dans les documents de planification des communes. La thématique était au cœur d'un atelier organisé à Dassa sous le lead du projet Cascade en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin grâce à l'appui de Quai international Togo Bénin. Suivons. La rencontre tient lieu de cadre d'information et de plaidoyer pour la prise en compte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les plans de développement communal. Initié sous le lead du projet Cascade en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, le rendez-vous tenu à Dassa a réuni les préfets, les chefs services planification et aménagement du territoire des préfectures, ainsi que des cadres de certains ministères concernés. Étant donné que les préfets, les cadres de ces ministères et des cadres des préfectures qui sont ici présents constituent un maillon important
pour l'élaboration et la mise en œuvre de ces PAIA et PDC, le projet Cascade a décidé de les rencontrer parce que nous sommes à la veille de l'élaboration des PAIA pour voir dans quelle mesure nous allons améliorer ensemble la prise en compte de la nutrition et de la sécurité alimentaire. La NCB a toujours été présente dans le secteur de la nutrition afin d'accompagner les communes à intégrer cette importante thématique dans leur planification. Aujourd'hui, c'est avec l'outil Score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en abrégé SISA, que nous espérons accélérer cette intégration de la nutrition dans les planifications locales. Un tel défi ne peut être relevé sans l'accompagnement de la tutelle, qui est l'allié stratégique privilégié des communes. C'est pour cela que la NCB a jugé important de démarrer la vulgarisation de cet outil par nos respectables préfets et leurs collaborateurs immédiats, qui joueront certainement un rôle de proximité en appui aux communes. Jouant un rôle de proximité en appui aux communes, la NCB sollicite une fois encore l'appui des acteurs invités en vue de réduire, entre autres, la malnutrition au sein des enfants et les femmes en âge de procréer. Ouvrant les travaux au nom de son collègue des collines, le préfet Firmin Aimé Couto a mis un accent sur la pertinence de la démarche avant de poursuivre. Il y a les départements de l'Atakora et de la Donga qui ont été soutenus par des partenaires techniques et financiers, ce qui a permis donc de poursuivre, je dirais, cette capitalisation dans plusieurs autres communes de ces départements. Donc il serait indiqué qu'à l'instar de ces deux départements, que nous, avec d'autres PTF peut-être, que nous puissions mettre à l'échelle nationale cet outil de score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est le moment, plus que jamais, d'appeler l'attention des différents acteurs sur la nécessité de veiller à ce que ce programme soit inscrit. Pendant 2 jours, l'assistance a eu droit à plusieurs communications, lesquelles ont été suivies de débats, au terme desquels une feuille de route assortie de recommandations a été rédigée. Fin de cette session d'information. On se retrouve demain pour partager le reste de l'actualité, Tanguy. Ah oui, demain, quand on sera jeudi, en effet. Merci beaucoup à vous, Ingrid Dedey, pour la présentation de ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, vous avez d'autres rendez-vous, l'information avec la rédaction de Canal 3 Bénin tout au long de la journée. Il y a les petits rendez-vous, comme je les appelle, à 11h et à 16h. Ce sera l'occasion donc des bulletins de l'information. Et puis à 13h, 19h30 et à 22h30, vous avez donc affaire aux grandes éditions avec les présentateurs. On n'en est pas encore là. On est sur l'actu matin. L'émission continue son cours. Vous aurez droit tout à l'heure à l'actualité des sports. Mais avant, je vous présente notre invité ce matin, celui qu'on va recevoir dans un instant. Voici l'invité. Avant de vous dire 2 mots et de vous présenter donc notre invité ce matin, je vous rappelle qu'on va discuter de l'actualité, ce qui fait donc le principal sujet de discussion depuis hier soir à Cotonou. Il s'agit de ce verdict-là au niveau donc de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La structure de justice s'est intéressée un peu à cette affaire désormais d'arrestation illégale de Steve Amoussou à Lomé, ramené de force à Cotonou. Certains ont été condamnés avec des amendes à payer, d'autres ont été relaxés. On verra bien dans cette affaire lorsqu'on sera à l'instant de nos discussions, et vous aurez aussi d'autres détails en fin de cette émission avec la revue de presse pour clôturer le rendez-vous matinal sur l'actu matin et sur Canal 3 Bénin. Je vous annonce notre invité, il s'appelle Christophe Fagnon, opérateur économique et acteur politique, membre du bloc républicain. Monsieur Fagnon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'actu matin. Merci surtout d'avoir accepté de partager quelques moments assez intéressants avec nous ce matin. Le sujet qu'on va évoquer, c'est cette série d'inaugurations de nouveaux marchés un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Le sujet vous intéresse, des marchés construits et en cours d'inauguration dans plusieurs localités du Bénin. On pourra dire que Talon a promis et a réalisé. Merci, chers journalistes. Merci, chers téléspectateurs.
Effectivement, ce matin, nous voulons parler des marchés qui viennent d'être inaugurés par le ministre de l'Industrie avec le président ABT, le ministre d'État et d'autres collègues. Premièrement, c'est pour remercier le chef de l'État. Pourquoi? Il fait son travail. Il fait son travail. Remercier. On doit remercier le chef du gouvernement parce que c'est une... Est-ce que vous me remerciez, moi, que je viens faire un matin chaque matin? Oui, je vous remercie tous les matins que M. Tanguy est en train de dire des belles choses pour vous. Donc, le président et son gouvernement, on doit les remercier d'abord pour ce qu'ils sont en train de faire pour le pays, parce que c'est des initiatives vraiment très appréciées par la population. Et à partir de là, nous devons dire merci d'abord avant d'en demander en plus. Parce que c'est ce que veut le peuple. Alors, donc des marchés inaugurés, vous êtes opérateur économique. En quoi c'est pertinent? En quoi c'est important? Bon, si vous prenez, par exemple, je donne un exemple, le marché de Glazoué. C'est là où il y a vraiment les céréales. Avant, il y a beaucoup de magasins. Donc, quand il pleut, ils ont des petits problèmes. Aujourd'hui, si vous allez à Glazoué, c'est la joie totale. Alors, moi, je ne suis pas du Glazoué. Néanmoins, j'ai fait le tour. Or, l'équipe du gouvernement, mais la population est tellement contente et ne sait que dire merci à notre président et son gouvernement. Beaucoup reprochent justement à la forme de marché une importation de réalité d'ailleurs. Hein. On sait que nos marchés ont un certain aspect, une certaine forme. Aujourd'hui, désormais, c'est coiffé, c'est clôturé, etc. Ça, ce n'est pas de notre culture. Merci, cher journaliste. Le monde évolue. Il faut que les gens comprennent ça. Avant, les marchés se considéraient à l'archaïque, comme on le faisait partout. Mais avec l'évolution du monde, même si vous allez dans d'autres pays, moi, tout le temps, quand je vais en Chine, le quartier, tu restes 2 ans après, tu reviens, c'est rayé. C'est autre chose. Donc, il faut qu'on évolue. Qu'on oublie... C'est pourquoi on doit tout raser de ce passé là, parce que j'ai remarqué que à la place de ces nouveaux marchés, les anciens sont totalement rasés, même les hangars et autres sont rasés. C'est quoi? On veut faire de Cotonou, Paris ou bien Pékin, comme c'est la Chine que vous visitez? Non, c'est pas, je visite un peu le monde, c'est pas la Chine seule, mais on ne veut pas faire Cotonou, Paris, on ne veut pas raser tout. Si on doit raser tout, on n'aura plus quelque chose qui est... Non, ce n'est pas ça, mais beaucoup de nos marchés étaient mal gérés. Vous voyez, quand vous allez... Par exemple, avant, à Ganri, si votre femme peut-être à voyage, vous voulez acheter 2 kilos de viande pour que la domestique quelqu'un, toi-même un dimanche, après le sport, tu veux faire ça. Mais quand vous allez à Ganri, vous passez dans des $, avant d'aller acheter. Ce n'est pas une bonne chose. Si on veut corriger, il faut qu'on corrige une fois de bon. Moi, je ne dis pas de raser tout, mais si quelque chose... Parce qu'il y a des petits marchés qui se construisent. Donc, ce n'est pas les mêmes formes. C'est là où il y a beaucoup de créations qu'on fait tout ça. Donc, c'est de remercier d'abord le gouvernement et de dire il reste d'autres marchés de bien nous faire ça. Je n'étais tellement à remercier le gouvernement. Mais vous savez, l'aspect de nos marchés avant avait un intérêt culturel et culturel aussi. Vous savez, le marché est ouvert, ça permet aux esprits de venir faire le marché aussi, parce que ce n'est pas seulement les hommes qui se retrouvent là-bas, il y a aussi les esprits. Et par ailleurs aussi, il y a ceux qui pilulent la nuit, les malades mentaux, les gens qui ont besoin de faire des cérémonies, etc. Quand on fait le marché totalement comme ça, est-ce que ce n'est pas, je dois dire, un aspect culturel qu'on est en train d'enlever justement à l'importance du marché dans notre culture? Non, je dirais non. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Cotonou, il y a un endroit qu'on appelle l'Egba, qui est à Saint-Michel, c'est toujours là. Ils n'ont jamais rasé ça. Mais à Glazoué, il n'y a pas de l'Egba, le marché est fermé. Comment est-ce qu'on peut faire les choses? Non, c'était fermé pour la construction. Peut-être vous pouvez dire pourquoi ce n'est pas vite inauguré. Le marché est clôturé, je veux dire. Ouais, bon, clôturé, bon, c'est pour la sécurité. Ça, il faut le dire. Si vous faites une maison sans clôture, ce qui peut rentrer... Mais chez nous, les marchés doivent rester ouverts, pas clôturés. Non, mais il faut initier, inventer, c'est ça. En quoi est-ce que ça change un peu, je dois dire, la qualité, la quantité des affaires que les femmes font? Que ce soit en tôle rayée, trouée, ou que ce soit tel qu'on les connaît, l'essentiel pour les femmes, c'est de vendre. Il faut travailler à ce que les femmes puissent bien vendre, non?
Oui, on travaille. Bon, le gouvernement travaille. Nous travaillons tous pour ça, pas seulement le gouvernement. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui cultive là-bas. C'est toujours notre population, nos frères et sœurs. Non. En ce qui le concerne, je pense que si vous voyez les incendies, les vols, il y a tout ça qui sont pris en compte pour pouvoir sécuriser les marchés, pour qu'il n'y ait plus trop de problèmes. C'est en cela, ce n'est pas seulement... Puis avant, vous voyez la pluie, le soleil, les mêmes céréales. Peut-être l'eau coule là-dessus, après le soleil, on prenait, ça peut rendre malade. Donc l'État a prévu tout ça pour prendre tout cela en compte, pour pouvoir encadrer ça. C'est pour cela, et puis les vols, l'incendie et autre chose. Les manteaux pour venir faire n'importe quoi aussi dans le marché avant. Aujourd'hui, c'est sécurisé. L'État doit prendre ses charges pour que les manteaux aillent ailleurs. Le défi majeur reste quand même le maintien de la propreté, de l'ordre, et surtout un programme rigoureux de réhabilitation, parce qu'on sait que quand nos infrastructures vieillissent, on a beaucoup de peine à les reconstruire. Est-ce que vous pensez véritablement que tel que ça se présente et tel que c'est organisé, qu'on aura vraiment les moyens de maintenir les lieux là propres? Je pense qu'on doit les maintenir propres. Comment ça va se faire? Je ne suis pas dans le bain là-bas, mais avec le gouvernement, avec les techniciens qui sont les cadres, ils doivent veiller à ça parce que... C'est les cadres qui vont balayer? Non, c'est pas balayer. Ils doivent prendre soin des sociétés qui doivent balayer. C'est ça que je dis. Ils doivent prendre le jardinage, sociétés qu'il faut balayer tout et tout. L'entretien du marché. Parce qu'on ne peut pas faire... On ne peut pas dépenser tous ces milliards et laisser ça... Non, non. Mais tout ça va peser sur ce que la bonne dame va payer pour rester, pour avoir une place dans le marché. Et là, c'est encore, bonjour, je dois dire, l'envolée des prix des denrées alimentaires. Et là, on souffre déjà, non? Ouais, bon, la volée des denrées alimentaires, c'est affaire de cycle. Ceux qui savent faire le commerce des denrées, des céréales, là, savent qu'en tel temps, le maïs est cher, chaque 4 ans, 5 ans, la farine, ainsi de suite. Mais pour le prix, je pense que pour l'inauguration, le gouvernement et les gens qui géraient les marchés, les bonnes dames qui étaient les gérants des marchés, beaucoup sont vus pour pouvoir planifier le prix pour que ça ne soit pas trop cher. Ça a pris au moins 6 à 1 an. Vous avez vu qu'on a fini les marchés il y a longtemps. C'est à cause des prix, tout ça, l'État et eux, tissuitaires, et puis ils ont trouvé le bon moyen, le bon fils pour pouvoir commencer l'inauguration partout. Comment vont les affaires au Bénin aujourd'hui? Comment vont les affaires au Bénin aujourd'hui? Merci beaucoup, mon cher journaliste. Non, bon, les affaires, vous savez, tout le monde ne peut pas être heureux tous les jours. Vous êtes heureux? Je ne suis pas heureux, mais je ne me plains pas. Comment ça se fait? Quand on n'est pas heureux, on se plaint. Non. Vous vous contentez de votre situation? Non, on ne doit pas se plaindre. D'accord. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux, mais que vous ne vous plaignez pas? Dites-moi. Il faut travailler. Vous travaillez? Oui. Tout le monde travaille au Bénin? Non. Moi, je préfère dire la vérité à mes frères béninois et concitoyens. Dites-nous, les gens ne travaillent pas, c'est ça? Non, les gens veulent travailler, mais ils ne travaillent pas. Comment je vais vous l'expliquer? Expliquez-moi. Tu vas voir un Béninois qui quitte ici, qui a sa licence. On lui trouve un job qui n'est pas de son domaine, à un prix, mais je ne peux pas donner le prix. Il dit non, mais il va en France, il balaye. Il va aux États-Unis. Moi, j'ai un cousin. Il a le master ici au Bénin. C'est un exemple pur et simple. Moi, je l'ai trouvé du boulot quelque part, à 220 000 par mois. Il dit, il ne peut pas, que c'est moins cher son diplôme, mais il va aux États-Unis, il est à la boucherie. C'est ce qu'il a appris. Mais il est payé en dollars. Et quand vous convertissez son salaire de dollars, en francs CFA, ça n'a rien à voir peut-être avec vos 220 000 francs CFA. Oui, c'est une vérité. Oui. Mais quand moi je lui trouvais qu'il dit, il a son master, il ne pouvait pas faire ça. Mais ce n'est pas son master qu'il a ici en informatique qu'il fait là-bas. Il est devenu boucher là-bas. Oui, effectivement, c'est un boulot de transition et qu'après il aura le boulot qui convient justement à son master. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ici aussi, nous avons des cadres. Quand on leur dit tant, vous connaissez. Vous savez, vous êtes au courant de tout ça? Non, moi je ne suis pas au courant. On a tous des gens avec qui on cause. Oui. On parle. Moi, je sais que le Béninois, s'il est diplômé de quelque chose, si on ne lui donne pas ça, il n'aime pas. Et ce n'est pas bon.
Ça, c'est sincère. Est-ce qu'on va sous-employer? Là, on va sous-employer les gens. Je ne peux pas avoir un diplôme et on va me trouver quelque chose seulement qui n'a rien à voir avec mon diplôme, avec un salaire qui n'est pas intéressant, et je vais accepter. Ça n'a pas de sens. Ça a du sens. Tu commences quelque part et tu changes de métier. Si on ne le fait pas comme ça, ça ira mal. Comment vont les entreprises? Bon, les entreprises, ça va correctement. Ben, elles se prospèrent quand même. Hein. Ça va correctement? Oui, ça va correctement. Donc, ceux qui se plaignent de la multiplicité des impôts, ils ont tort? Ils mentent, c'est ça? Non, bon, ils ne mentent pas. Moi, ce que je peux dire, sincèrement, avec les impôts, depuis 2 ans, moi, j'ai la paix avec leur problème de machine, mais c'est là. Si tu respectes les choses, tu n'auras plus de problème. Mais on paye trop d'impôts. Bon, ça dépend de ce qu'on fait. Moi, je ne peux pas dire qu'on paye trop d'impôts. Ah bon? Parce que moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Pour dire qu'on paye trop d'impôts. On a remarqué que justement, à cause de ces nombreux impôts, les hommes d'affaires comme vous, ils ont augmenté le prix de tout ce qu'ils faisaient comme service. Et du coup, la vie est devenue plus chère. Bon, ce n'est pas à cause des impôts. Aujourd'hui, la réalité. Avant, par exemple, un conteneur, quand ça quitte la Chine pour le Bénin, le fret était moins de 2 millions. Aujourd'hui, le fret est à 4 millions. À cause justement des impôts? Non, pas les impôts. C'est le navire. Oui. À cause de la guerre de l'Ukraine, on ne passe plus par là, on fait le tour jusqu'en Afrique du Sud avant de venir. Donc déjà, 2 millions de surplus, le commerçant doit mettre ça sur la marchandise. Vous voyez le problème? Moi, ce que je peux dire, ce n'est pas les impôts. Il y a augmentation dans tout le monde. Mais il faut que l'État, je demande au gouvernement béninois avec notre président, de revoir le prix peut-être de la douane. Si on peut diminuer comme à côté, je vais appeler le nom, voir ces standards partout. Parce que quand la réalité est là, il faut qu'on le dise quand même si on aime notre pays. Quand il y a des choses que vous achetez en Chine, le conteneur à moins de 3-4 millions. Mais quand on prend ça, les gens ne comprennent pas ça comme ça. C'est de ça, on va voir, on étudie. C'est que le mal est que ceux qui sont les leaders dans les postes, pour les voir, c'est difficile. Je suis un opérateur économique. Pourquoi vous voulez les voir? Pourquoi vous voulez les voir? Non, vous avez expliquer. Pourquoi vous voulez le voir? Vous avez la machine MECEF qui est là. Non, MECEF ne qui vous permet de vous libérer tranquillement de vos impôts. Moi, je n'ai pas besoin d'aller voir les cadres de l'administration. Non, c'est pas ça que je t'explique quelque chose. Expliquez-moi. Tu amènes, par exemple, un conteneur de 20 pieds de la Chine, de n'importe papier hygiénique, avec des mélanges de ce que les bonutams vendent 750 francs. Là. Peut-être le conteneur, le prix est à 4 millions. Et le frais s'ajoute. Toi, tu dis valait 6 millions par exemple. Et on dit c'est 10 millions qu'on doit prendre. Vous voyez que ça déjà l'augmentation. Quand c'est comme ça, le type doit mettre le prix pour pouvoir vendre ses calculs. C'est ça que moi je dis. Je ne dis pas que. Mais quand c'est ça, il faut qu'on discute. Il y a une cellule que le gouvernement a créée. C'est ceux qui sont là, qui n'aiment pas qu'on leur explique ça correctement. Tout doit être en mail. Même en Europe, si tu as des problèmes, partout dans le monde, si la vérité est là, on peut vérifier. Est-ce que moi je demande, moi je n'ai pas vu le gouvernement faire quelque chose, mais c'est les cadres qui doivent comprendre leur position. Ils peuvent être à notre place aussi. Ils peuvent être à la place des autres. Moi je le dis toujours. Et quand vous importez comme ça, est-ce que ça coule comme avant? Ça va? Non, mais si le prix a augmenté, est-ce que ça peut aller comme avant? Ah, moi je ne sais pas. Hein. Non. Si il y a augmentation de prix, ça peut aller, mais ça va quand même. On ne peut pas dire que ça ne va pas dans le pays. Vous êtes Parce que moi, je ne commande pas ces petites choses-là. C'est ce que les gens disent, que les gens doivent raconter ici maintenant. Pour de pareilles choses. Quand on va profiter de votre occasion pour dire ce qui se passe avec nos concitoyens. Pour que les patrons puissent nous écouter et aider la population. Ce n'est pas m'aider, mais aider le peuple béninois. En dehors de la douane, qu'est-ce qu'on peut faire pour davantage aider les opérateurs économiques à faire prospérer leurs affaires? Non, au Bénin, les affaires marchent. Ça, il faut dire la vérité. Vous êtes convaincu, hein? Convaincu. Que les affaires marchent? Oui. Si je dis ça ne marche pas, c'est faux. Moi, dès le début, quand j'ai changé d'activité, je suis là-dedans, ça marche. Il faut qu'on trouve le petit pays, gérer nos petits problèmes, être à l'aise. Quand tu es malade, tu ne vas plus aller chez quelqu'un. C'est l'essentiel, mon cher journaliste. En tout cas, monsieur Christophe Fagnon, je rappelle, vous êtes opérateur économique, acteur politique, membre du Bloc républicain. Merci d'être venu sur Actu Matin. Un mot pour finir rapidement.
Merci beaucoup d'abord, mon cher journaliste qui dit qu'on ne le remercie pas. Je remercie tout le gouvernement du président Patrice Talon. Je remercie aussi le président même pour tout ce qu'il fait au Bénin. Et pour dire que le reste, on a déjà vu certaines choses, il reste ceux qui n'ont pas trouvé du marché dans leur coin, des routes, de l'électricité et d'eau. Pour qu'on sache que ce passage a été très beau pour nous. Vous avez eu votre marché dans votre village? Non, je n'ai pas de marché. Je suis de Lalo, on n'a pas de marché. Bah, il y a le marché d'Azové qui a été loin de moi. Inauguré. Oui, mais je suis allé. C'est le marché régional du coin. Donc. Non, moi j'ai un gros marché à Rassamen qui n'a pas encore commencé. C'est ça qu'on fera que je dirais que mon marché est fait. C'est pour ça que je demande tout ça au président en même temps. D'accord. Merci beaucoup. Christophe Fayot, merci beaucoup d'être passé sur l'Actu Matin. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on marque une pause. Le temps de revenir par ici pour la suite d'Actu Matin. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Monsieur le Président, motion de procédure. Oui, nous devons avoir... Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Jusqu'ici, tout va bien. Et oui, plus qu'une expression de résilience, c'est ma nouvelle émission qui démarre bientôt sur votre chaîne Canal 3 Bénin. Jusqu'ici, tout va bien. C'est des témoignages poignants d'endurance et de combativité face aux défis. C'est des reportages et de profonds moments d'échange avec nos experts qui vous forment et vous orientent. Chaque semaine, plongez au cœur du quotidien de femmes et d'hommes ordinaires et partagez leur joie, leur peine et surtout leur force extraordinaire.
Ces femmes, mais aussi ces hommes qui chaque jour repoussent les limites et redéfinissent le possible. Jusqu'ici, tout va bien. Plus qu'une émission est une communauté. Rejoignez-nous et soyez une source d'inspiration. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solutions pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 74 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. C'est chez les Dagas. De Tofo. Ce dimanche, en fin d'après-midi, la famille a de la visite. Collègue aussi. Est fatigué. Charles Daga, le chef de la famille, vit ses moments de retraite. Ce fut un grand cheminot qui a servi l'organisation commune des chemins de fer entre le Niger et le Bénin actuel, alors Dahomey. 72 1972 Boka 2003 1er avril 2003, on va y retirer tout le FNE. Il y a un conducteur des agents ferroviaires qui par contre, ouais.
buna khonu ye bu bwatin da ho ali po ai ene we mbe blo we do soin junele sandinele kaka tu ablo examen 72 donc il y a un péri grâce au mari supporto na so gromia when on the trouble who if never you see me far away no 15 ans no so le point ngalo do suno come moi wa blue examen yo échelle 1 ene a 9 mi fan te pour bien mais un mot pneumatique, un mot mécanicien, un mot électricien, un mot tout le magasin et une révision à la morphine, bonnement, menuiserie, mais des mois d'eau, puis pas mais on boit pour des ablours, un menuiserie au fine, et là puis c'est pour les beaux, on a fait le dépôt mécanique, il y a des fine, et puis au fine non point me jamais bono no filo po aton sa so me na yehubi sinza leo ana so me aloko fua a gosin kwa koti me kwa na lada ai kwa ndo atogon ai kwa ndo heavy bola ba sa kudo a dodon. Travailler à l'OCDN alors était une grosse opportunité. Il y avait un salaire et des conditions sociales qui faisaient avoir un prestige dans son environnement. Ceci avait ses avantages et ses revers. Ewa kujobu ile yo ide sono nabidia unno kabu yire yo yeme nedo kwegwe mo yire tete ada so rembo buja kwedu ji yo mebu atum sale to ya kweda hodu ade bo injon bo nyonu kotndo na mo kwedu mesi e una da su je do kodin yo bino hadu me ndo ho me no gbe ya si mi de no yo mo en pipa no le gbon le ho yo o mi me blazer me o kami ko mi he me ko le me we yo me di on bi o ma me ne le a akodo ko to ediyan na yi pra ku tin ba wa tin ye no gbe ni yo di ade me ame no le ro mi fi pon ti se yo you know to ko o ja ha ha no wi. Bodikon amaya odonu me an alibo ya odonu me ble aso amaya odo na donu epondo we anyu ma yaji ewe de koloro sin we de kunenu do apa ni hwe bo ble nu keke we mi de ka wa we yo 79 80 leo ojo fleje o kweji bo mi enje wadi akonje to idibo walo nyane je dide koji ni je dide koji me dole je ritete iji kwekwe yo zen enele tin o fi wo apade ene binia ke mo bono jero alaga we sato ne binowa wa a ho kwekwe a ho yo zen o do no mi a ho agbin tin e fa tu en fi aye ne mu ka de fun bo supo sinsa hunde me de gbo hunde o pra ku hunde o gba ko hunde
ala dans le goma jaka sa kwa on est meilleur kuchete ele ablu petanso de no waibo atone to ja tome meilleur kuchete. Charles Daga se souvient avec force détail de ces nombreux moments d'effervescence. C'était toute une ferveur sur les gares routières, raconte celui qui est devenu par la suite conducteur de train. C'est d'ailleurs avec beaucoup de plaisir et au nom de ces beaux souvenirs qu'il accepte de réunir ce qu'il lui reste de force physique pour aller nous faire découvrir la gare ferroviaire de Ouébo. À la gare, les vestiges de ce qui aura été les moments de gloire du train au Bénin. Au grand bruit de l'arrivée du train d'alors, a succédé maintenant le silence des ruines et de l'abandon. Ado hunjeti boha gban keke o amon se ti ga aire ku be afa gban todo manga semenwe nwe a hos yovo o résultat la sedo be na ena duwa so na yi sima ya so ande bu ya ejeti o ena be manga se fini. Chef de gare, mais le côté le chef de gare, il va pas dire la glabi, il va pas dire encore bi. Mais il n'est mais dans les aiguilles, mais non aiguille, on est aiguille les dit. Et l'on est à le pilote un boulot, ticket ça, au monde de la UR, et nous sommes aiguillés, nous avons aiguillé les payants, le pays, ouais, et là, il a fait. Quali canoni? C'è dei casi di nome e fofi. Garde con yo fido. Buono croisement des trains. On l'a non pe de ofi. E go nkutonwe. E na te pon de ofi. E le go si o gbe konte. E na ti bo yan blo croisement. Donc, ha we go e we fi de na deji. De ton lo mo, e we fi ya deji bo ya pe de fi o se de ya yin. Tu vois, il a son accident déboulé. Nous avons radio en wéne. Là, nous avons rien. Nous sommes derrière le ado tuanu via izen bena bi ohun samana fa apo ado tuanu asiropo bena bi ohun agbon sa 20 kilo ena ne we edo ado mo ni adade ko enu we hun alodo edomi yo e sonbo mo fifo bo fin do ti
bodo me roulé, bodo akwa roulé, kigbe soa, wa mno via fio bio, ate bio do encore. Egbe dian, akiso dia. Mo le sola dian. Moto confio, ba ma ku do ma dian e paraku. En dépit de ces coups bas internes à l'organisation, le train sifflait toujours, même si au fil des années, son influence sur la vie socio-économique des localités traversées a commencé par baisser jusqu'à la crise des années 2008 à 2010 où le train a définitivement arrêté de voyager. Ben 36 wagons, 35 wagons, 547 tonnes. Et ouais, non. Nous, les blocs, nous, pipa à gants. Balagra, puis photo, les niais. Ni a des soins, ni bo Beneto, bo si Beneto de Kitengbe. Bon, nous, à Hosu de Awa Timbulo, on a dit que pipa a dit que Wayon, et à Hosu and C'est en 1904 que le train a sifflé pour la première fois à Ouegbo, selon le vieil homme, plein de nostalgie. L'engin aura insufflé à la localité qui l'a rendu célèbre une dynamique économique qui a ralenti depuis que le train ne passe plus. Déjà une décennie, on n'a plus entendu par ici ces sifflements répétés au quotidien et le prochain ne semble pas pour bientôt. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. L'économie, notre rubrique spécialisée des jours du mercredi. Et aujourd'hui, nous allons donc appeler par à-coup avec Jacques Digbé pour discuter un peu des impacts des changements climatiques sur les économies africaines. Jacques a déjà décroché notre appel. Jacques Digbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal 3 Bénin. La rubrique économie de ce mercredi, on va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, des impacts des changements climatiques sur les économies africaines. L'Organisation météorologique mondiale a rendu public lundi son rapport sur l'état du climat en Afrique en 2023. Et le moins qu'on puisse dire, Jacques, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes. Le dérèglement climatique impacte considérablement les économies en Afrique. C'est le moins qu'on puisse dire. L'Afrique pâtit de manière disproportionnée du changement climatique et des coûts de l'adaptation. C'est en résumé ce qu'il faut retenir de ce rapport 2023 sur l'état du climat en Afrique. Tenez, les pays africains perdent en moyenne 2 à 5% de leur produit intérieur brut PIB à gérer les extrêmes climatiques. Et nombre d'entre eux réaffectent 9% de leur budget à ce effet. Qu'est-ce que cela vaudra concrètement dit Tanguy? C'est dit par exemple que pour un pays africain qui a 100 000 francs CFA comme PIB, 2 à 5 000 francs CFA sont utilisés
pour gérer les questions liées au dérèglement climatique et pour un budget de 10 milliards de francs CFA par exemple. 900 millions de francs CFA sont utilisés pour ces questions. C'est beaucoup quand on sait qu'il y a d'autres priorités à gérer dans le pays. D'après le rapport de l'OMM, il est estimé qu'au cours de la prochaine décennie, l'Afrique subsaharienne consacrera entre 30 et 50 milliards de dollars américains par an à l'adaptation climatique, et les impacts sur la vie des populations sont considérables. En l'absence de mesures adéquates, jusqu'à 118 000 personnes extrêmement pauvres pourraient être exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique d'ici à 2030. Selon les détails du rapport de l'OMM, cette situation fera peser une charge supplémentaire sur les efforts de lutte contre la pauvreté et freinera sensiblement la croissance économique. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une rubrique environnement, mais je vous expose un peu l'étendue du phénomène des changements climatiques. En Afrique, l'année 2023 figure parmi les 3 années les plus chaudes de ces 124 dernières années. La température moyenne a dépassé de 0,61 degrés Celsius la moyenne de la période 1991-2020 et de 1,23 degrés Celsius la valeur de la période de référence, c'est-à-dire 1961-1990. Le continent africain s'est réchauffé à un rythme légèrement plus rapide que la moyenne mondiale, soit environ 0,3 degrés Celsius par décennie entre 1991 et 2023. Plusieurs pays, dont le Mali, le Maroc, la Tanzanie et l'Ouganda, ont connu leur année la plus chaude jamais enregistrée. Bien sûr, le Bénin n'est pas aussi épargné. Les températures extrêmes que nous avons connues lors de la période de chaleur écoulée devraient permettre de mesurer l'impact du fléau, les cas d'inondation, les poches de sécheresse en pleine saison pluvieuse, des phénomènes climatiques extrêmes. Bref, on est aujourd'hui face à un phénomène qui ne cesse de grandir. Les changements climatiques sont à l'opposé. Absolument. Et le moins qu'on puisse dire, ce qu'on sait même, je veux dire, c'est qu'il y a une corrélation, Jacques, entre les changements climatiques et l'insécurité alimentaire. Et là, nous sommes toujours en Afrique. Oui, bien sûr. Il y a seulement quelques semaines, on évoquait déjà sur cette même rubrique le rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui révélait déjà que 773 millions de personnes ont souffert de la faim dans le monde en 2023. Une grande partie de ces 773 millions se trouvant en Afrique. Et au moment d'évoquer les causes, on n'a pas manqué de citer les changements climatiques, les extrêmes climatiques, Tanguy, notamment les inondations et les sécheresses, ont eu un retentissement majeur sur la sécurité alimentaire au Bénin. Nous, on continue par exemple de crier à la fin depuis quelques mois, depuis quelques années. Maintenant, en Afrique du Nord, par exemple, la production céréalière a été inférieure d'environ 10% à la moyenne quinquennale. Les précipitations irrégulières et la situation générale d'insécurité ont maintenu la production céréalière à des niveaux inférieurs à la moyenne dans les parties septentrionales de la sous-région, notamment au Soudan du Sud, dans la région du Karamoja, en Ouganda, en Érythrée, en Éthiopie, la Corne de l'Afrique, ainsi que dans le centre et l'ouest du Kenya. Bref, le dérèglement climatique est la principale cause de l'aggravation de l'insécurité alimentaire en Afrique. Les productions s'amenuisent alors que la poussée démographique est perceptible. Les rendements ne sont plus au rendez-vous comme par le passé. Il faut abondamment faire recours aux intrants chimiques pour booster la production dans les champs, avec là aussi les conséquences sur la santé humaine, animale et des sols. Vous avez dit conséquences sur la santé humaine, disons même sur l'humanité de façon globale. C'est pour cela qu'il faut travailler à inverser en urgence la tendance, Jacques. C'est bien cela, il faut investir dans l'adaptation et la résilience. Le développement résilient face au climat en Afrique nécessite des investissements dans les infrastructures hydrométéorologiques et les systèmes d'alerte précoce.
pour se préparer à l'aggravation des phénomènes dangereux à fort impact, les inondations, les cas de sécheresse, les cyclones et bien d'autres phénomènes que nous connaissons de plus en plus sur le continent. Il est nécessaire d'investir dans la collecte des données et les moyens de prévision. Il faut dire que dans ce sens, le gouvernement béninois est en train quand même de faire des efforts ces dernières années parce que en coulisses, le directeur général de Météo Bénin nous a confié que d'importants moyens ont été déployés ces dernières années pour équiper les services météorologiques afin qu'ils puissent prévenir de plus en plus sur les cas de phénomènes climatiques, notamment les températures qu'on a de plus en plus, les cas d'inondation. Eh bien, avec les équipements qu'on a ces dernières années, Météo Bénin est en mesure, en tout cas selon le directeur général de cette structure étatique, de prévenir, de situer les populations sur ce qui pourrait arriver dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Bref, il faut travailler, il faut continuer à investir, notamment les agences onusiennes, mais également les États eux-mêmes doivent pouvoir désormais prendre le phénomène à bras le corps et également au niveau local, pourquoi pas au niveau des conseils communaux, qu'on puisse prendre le phénomène à bras le corps, sensibiliser, mettre les moyens qu'il faut afin qu'on puisse limiter les dégâts le plus tôt que possible. Jacques. Merci Tanguy. Merci, bonne journée. Très bonne journée à vous. Alors, je me suis retour à Cotonou. On va installer maintenant nos débatteurs. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée, un salon, pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Ulrich, bonjour. Bonjour Tanguy. Franck, bonjour. Bonjour. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour. Si le temps nous le permet, deux sujets. On va commencer déjà par ce qui fait l'actualité. On a une idée désormais de comment est-ce que la justice béninoise perçoit cette affaire donc de frère Ronvé ou si vous voulez de Steve Amoussou. En tout cas, on n'a pas encore une idée claire du lien entre les deux identités, mais on sait désormais qu'à Cotonou, on parle d'arrestation illicite de Steve Amoussou pour la façon dont il a été ramené de Lomé à Cotonou. Et là-dessus, quelques personnes ont été condamnées, une autre a eu la chance d'être relaxée au bénéfice du doute. Franck, désormais, on a une position claire à Cotonou. Hein. Oui, une position claire, mais qui laisse également disons, des questionnements. Hier, moi, j'ai été tout simplement heureux de lire quelques précisions sur ce qu'il s'est passé du côté de Lomé en ce qui concerne l'arrestation de Steve Amoussou, parce que jusque-là, on le dénonçait déjà en fin de semaine écoulée. On était resté sur notre soif, sans information et sur ce qui la version officielle qu'on devrait retenir. Les déclarations qui ont circulé hier sur les réseaux sociaux nous ont permis de savoir que effectivement des individus sont allés chercher Steve Amoussou, béninois vivant sur le territoire togolais. Et donc la manière dont les choses ont été faites n'était pas dans les règles de l'art, puisque au finish, il y a eu des condamnations. Même si certains ont été relâchés, c'est également une condamnation d'autres ont été disons, ont écopé d'un emprisonnement ferme de 24 mois. Ça a permis en tout cas de lever certains points d'hommes
qui planait déjà par rapport à ce dossier. Cependant, il reste des questionnements, comme je l'ai dit, dans la suite. Oui, on va continuer. Oui, première réaction, William, par rapport justement à l'issue de ce procès. C'est vrai qu'on a été un peu pris de court. On s'attendait à un autre épisode le 7 octobre prochain. Subitement, on a vu que la criette a rapidement réagi par rapport justement à la plainte de Steve Amoussou. Non, ce n'était pas une plainte de Steve Amoussou. On vous dira que c'était une autosaisine. C'était une action lancée par le procureur de la République, le procureur spécial après la criette. Donc c'est un procès surprise dans l'affaire qui était déjà en cours pour le 7 octobre prochain. Quoi qu'on dise, le Bénin n'a toujours pas officiellement réagi par rapport aux accusations de la justice togolaise sur la violation en tentant justement une action. Vous me permettez une réponse. Vous me permettez oui, on n'a jamais rien dit jusqu'à faire ce procès surprise pour aujourd'hui finalement évoquer les mêmes faits qui nous sont reprochés pour que ces faits ne soient plus jugés à nouveau. Donc, sans jamais nous donner les précisions par rapport à ces accusations de violation de la souveraineté territoriale des autres, aujourd'hui, dans ce mutisme, on tient un autre procès dans lequel les faits montrent que ce n'est pas l'État béninois qui est commanditaire de cette opération commando, mais que plutôt ce sont des Béninois qui, entre-temps, ont été commettre des actes hors du territoire béninois et aujourd'hui on les juge pour qu'ils ne soient plus aux mains de la justice togolaise qui entre-temps a émis un mandat d'arrêt international. C'est une bonne fuite en avant, selon moi, de ma première lecture. Vous avez demandé ma première réaction. Ma première réaction, c'est une bonne fuite en avant. Ça embrouille bien les cartes, on comprend moins et il faut surtout le procès du 7 octobre prochain par rapport aux infractions qui sont reprochés à Steve Amoussou pour comprendre, pour aller jusqu'au bout de ses idées. Mais diplomatiquement, on n'aura pas de réaction de l'exécutif et du côté judiciaire, ce sera ce procès précipité. Il y a même, vous aurez des précisions selon lesquelles c'est même précipitamment que certains avocats se sont constitués pour la défense de certains accusés. Eric? Je pense que à la lumière des déclarations que nous avons lues hier au cours de ce procès, on en sait un peu plus, n'est-ce pas? Et ceux qui ont au fait de créer une forme de polémique politique autour de cette affaire ont tort. Et peut-être ceux qui ont pensé que la justice devrait faire son travail ont sans doute raison. Et c'est d'ailleurs la posture qu'il faut avoir dans des dossiers aussi sensibles. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que, moi je qualifie ça d'une affaire privée qui oppose monsieur Steve Amoussou à un monsieur qui vit en Indonésie, à qui doit de l'argent et qui a sollicité les services d'un groupe d'individus afin de l'amener à payer. Et ça peut être mal tourné. Et aujourd'hui, la justice béninoise a apporté une réponse à ce genre de comportement. On parle d'arrestation illégale parce qu'effectivement, c'en est une. Les personnes qui ont composé ce commando n'émanent d'aucune institution judiciaire de l'État, n'est-ce pas, pour une telle opération. Donc, l'État les a sanctionnés, n'est-ce pas, pour avoir mené cette opération sur une terre étrangère, n'est-ce pas. Donc, je pense que entre ce que la justice togolaise dénonçait et le procès d'hier, on se rend compte qu'il y a une forme de logique. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres feuilletons qui vont suivre après l'épisode d'hier? On verra bien la suite. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je pense que si on s'éloigne un peu de tout ce qu'on a lu comme commentaire, comme réaction, dans un Jérusalem où on veut libérer Jésus, on se rend compte qu'on a eu des informations qui étaient complètement loin de tout ce qu'on aurait pu imaginer. On n'avait pas cette information, par exemple, de ce que c'était une affaire d'argent et que, bon voilà, quelqu'un doit payer parce que. Donc, je me rends compte que la justice a protégé le droit de quelqu'un dont on a violé, n'est-ce pas, son domicile. Il s'est retrouvé dans une voiture et on connaît la suite. Les auteurs qui ont posé cet acte ont été condamnés et la justice leur a demandé de payer des dommages et intérêts à cet individu. Le riche?
Je pense que nous sommes face à une patate chaude qui réserve encore plus de surprises qu'on imagine. Mettez des gants. Non. Demandez aux forgerons comment ils font pour tenir le fer chaud. Non, on ne mettra pas des gants, tout simplement parce que la situation telle qu'elle se présente, la justice béninoise a tout fait effectivement d'entamer ce procès qui, d'une certaine manière, répond à ce que nous appellerons un incident diplomatique. Parce que, justement, même si éventuellement le nommé Steve Amousou avait des démêlés avec la justice béninoise ou des démêlés avec des compatriotes béninois, la procédure, elle existe. Cela se fait par Interpol, cela se fait de police à police, quand il s'agit de différents territoires. Ici, nous n'avons pas eu ce cas. Donc, dans une certaine mesure, ceux qui ont commandité ou ceux qui ont commis cet acte ont violé les tests en la matière. Et là, ça met deux pays, deux États en difficulté. Parce que, est-ce que c'est un État qui l'a commandité? Comment cela se fait? Jusque-là, il y a un point d'interrogation. Le deuxième aspect, c'est que dans ce commando, quand je lis le procès jusqu'à présent, je n'ai pas encore ouï dire qu'un seul membre de ce commando est un élément de la police républicaine. Encore moins un élément de l'armée, des forces de défense. Non, jusqu'à présent, non. Ce qui veut dire que nous avons des civils qui se sont donné ce pouvoir, qui se sont autoproclamés agents de force de sécurité et de défense pour aller intervenir dans un pays. Ça, c'est un commando pur et simple. Et j'irai plus loin en disant simplement que c'est des gens qui, à la limite, sont des mercenaires, parce que c'est le mot approprié. Parce que là, ils ont agi selon leurs propres principes, tout en violant des principes légaux qui régissent les pays. Parce que normalement, ça devrait se faire des pays à pays. Maintenant que nous entendons cette histoire d'affaires de 10 millions qui seraient dans les coulisses et que c'est à cause de ça que cela se fait, vous imaginez, l'État togolais a sorti un communiqué. Nous avons lu tout ce qui a été dit, que ce soit dans la presse togolaise que dans la presse béninoise et même dans la presse africaine, parce qu'il n'y a pas que ces deux pays qui ont commenté justement cette affaire. Ça a été commenté un peu partout. Cela posait véritablement un problème de relation, de coopération entre deux États voisins, et ça peut véritablement mettre à mal les relations qui existent entre le pays frère du Togo et le Bénin. Donc aujourd'hui déjà, que nous ayons une première phase de ce procès, alors qu'on s'attendait au 7 octobre pour avoir véritablement ce qu'on reproche à soit Steve Rumvi ou soit Steve Amousou, soit frère Rumvi, parce que jusqu'à présent, le lien n'est pas encore clairement établi de façon juridique. Donc, lui, il dit qu'il est Steve Amousou, mais qu'il ne sait pas qui est Rumvi pour l'instant. Nous ne savons pas encore ce qu'il en est réellement. Mais déjà, on sait qu'il y a un rapt. Ça confirme justement que c'est un rapt, parce que c'est un compatriote béninois qui est démêlé avec la justice béninoise ou des démêlés avec ses compatriotes. Ça a été un rapt, et là, la justice l'a confirmé en condamnant ceux qui ont fait cet acte-là. Pourquoi on retient alors Steve Amousou, si tant est consentant là-dessus clairement, que les procédés pour aller interpeller quelqu'un n'ont pas été respectés rigoureusement? Absolument. Et je disais qu'il y a des questionnements suite à ce procès qui s'est tenu hier. Je me demande également pourquoi il a été retenu, si tant est qu'il a été ramené de façon illégale du sol togolais vers Cotonou. C'est là que moi j'attends plutôt le juge déjà le 7 octobre prochain. Et au départ, vous avez vu les chefs d'accusation qui ont circulé. Je ne sais pas si ces qualifications viennent du procureur, du juge qui doit connaître du dossier. Mais on a vu quelques chefs d'accusation qui ont circulé lorsqu'il a été ramené le 12 août dernier à Cotonou. Et donc, j'attends de voir, et c'est là toute ma curiosité également, qu'on me dise, quand il est revenu, est-ce qu'il y avait des plaintes en attente qui ont fait que l'État a dit, écoutez, cet individu-là, je le cherchais. Donc, on doit nous sortir ces plaintes-là que des citoyens ou l'État auraient déposées, puis aussi se retrouvent dans les mains de la justice, c'est que il y a certainement quelque chose qu'on lui reproche, jusqu'à ce qu'on a émis un mandat de dépôt contre lui pour la suite des enquêtes. Ça veut dire qu'on lui reproche forcément quelque chose. Donc, le procès du 7 octobre prochain doit suffisamment nous éclairer sur ces points d'ombre-là. Autrement, le doute va toujours subsister.
et on ne saura vraiment pas à quoi s'en tenir dans cette affaire-là. Pour moi, c'est un dossier qui a plusieurs, disons, compartiments. Le premier vient d'être plus ou moins vidé, évacué. Donc, d'autres suivront certainement. Et si vous vous approchez aujourd'hui, les avocats, ils vous diront, ils vous donneront leur lecture de la situation. Mais ce qui nous attend le plus gros du lot, c'est le 7 octobre prochain. Et tous les regards sont vraiment fixés vers... Avant le 7 octobre prochain, il y a quand même 2 éléments qui concernent, ma foi, la police togolaise et la justice togolaise. D'abord la justice parce que elle a quand même, avant de faire sa déclaration, fait quelques enquêtes, et là on a l'impression qu'on n'a pas les mêmes informations exactement à Lomé qu'à Cotonou, puisqu'à Cotonou on a disculpé quelqu'un, alors qu'à Lomé on a lancé un mandat d'arrêt contre quelqu'un. Et c'est justement là que la procédure très précipitée de la justice béninoise étouffe celle qui a commencé à Lomé. Lomé n'a pas les mêmes éléments parce que dans les faits constitutifs d'une infraction, par exemple, on parlera d'un des 3 éléments principaux qui est le lieu de commission de l'infraction. Et le Togo étant le territoire sur lequel l'infraction s'est déroulée, on n'aurait pas les mêmes éléments à Cotonou qu'à Lomé pour apprécier une infraction comme celle-là qui est faite. La belle preuve, aujourd'hui on a écarté le crime à Cotonou et on a parlé du délit, c'est-à-dire d'une arrestation illégale tout simplement, alors que on aurait peut-être autrement vu de l'autre côté. Ça c'est le premier aspect. Steve Amoussou dit que c'est une fable, que jamais lui n'a appris une histoire de 10 millions, d'un prêt, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour ça, il s'étonne qu'on lui amène 2 des gens qu'il reconnaît dans son kidnapping bien orchestré par des commandos. Et au nom de cela, la justice béninoise dit et relaxe au bénéfice du doute et condamne fermement les autres au moment où, pour des éléments tangibles, le Togo a déjà lancé des mandats d'arrêt internationaux. 1, on se refuse de la coopération judiciaire. 2, on se refuse de bon voisinage dans ce dossier. Pour quel but? L'interrogation est toute faite. Non, je finis. Je finis. L'interrogation est toute faite à ce niveau pour pouvoir comprendre les fondements. Que l'affaire de 10 millions envoyée par voie orale ou quoi que vous veuillez soit une vérité ou non, on comprend au moins à ce stade de la manifestation de la vérité dans ce dossier que le Bénin ne coopère pas à un établissement de la vérité. Oui, mais on verra bien par rapport à cette coopération. Justement. Et maintenant, vous dites, là où c'est davantage étonnant, c'est que cette infraction a profité à la justice béninoise qui aujourd'hui fait des balades entre Misrete et Ouida avec Steve Amoussou et le retient jusqu'au 7 octobre prochain. Comment est-ce que l'OCRC a eu Steve Amoussou? Et comment on a pu l'écouter? On n'en sait rien, c'est le 7 qu'on saura. Mais élément après élément, on se rend compte tout simplement qu'on aurait mieux fait en faisant de la coopération judiciaire, en situant suffisamment autour de cette affaire. Comment on pourrait faire de la coopération? La coopération, on en parlera tout à l'heure, Eric, sur la question. On n'a pas les mêmes éléments de Lomé à Cotonou. Oui, ça c'est clair, parce que nous parlons des États. Et le fonctionnement judiciaire varie d'un État à un autre. Dans une récente affaire où le Bénin demandait l'extradition d'un leader politique au cours d'une audience à Madrid, Madrid s'y est opposé, justement, parce que selon Madrid, voilà, les faits ne sont pas constitués. Donc voilà, je pense aussi de façon fondamentale qu'il y a des questions, n'est-ce pas, qui ont été posées hier à des individus et nous avons eu des réponses. Voilà. Et quand on a posé la question à M. Steve Amoussou, est-ce qu'il reconnaît certains Wanilo, n'est-ce pas, dans cette opération, il a estimé qu'il ne peut pas vraiment dire précisément si ce monsieur était véritablement de la partie. Et je pense que c'est sur cette base que le procureur a relâché Il a dit que dans les conversations, il a pu reconnaître que c'est lui qui donnait des ordres. Clair. Enfin, alors, oui. Et donc, je pense que c'était ça, le cas de ce monsieur qu'on a relâché. Je pense aussi que du côté de la justice togolaise, n'est-ce pas, on vise l'objectif de pouvoir voir clair dans cette mission. Est-ce que c'est l'État qui est engagé? Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas l'État
qui est engagé. C'est d'ailleurs pour ça que l'État, au niveau du Bénin, a condamné, n'est-ce pas, ces messieurs qui ont joué ce vilain rôle en terre togolaise. Donc je pense qu'il y a une forme de logique qu'on retrouve, n'est-ce pas, à travers l'audience d'hier sur les questions qui ont été posées et les réponses, n'est-ce pas, que nous avons obtenues. Maintenant, pourquoi Steve Amousou n'a pas été relâché? Peut-être que, et là, c'est sans doute les autres aspects que nous verrons dans la suite de cette affaire, qu'au niveau de la justice béninoise, on dispose encore d'un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, sur la personne de Steve Amousou, qui concerne peut-être encore une autre affaire, n'est-ce pas? Et l'audience qui est annoncée dans quelques semaines nous donnera certainement des détails à ce sujet. Il y a un principe clair du droit qui dit que nul n'a le droit de se faire justice. Si éventuellement nous sommes dans le cas des 10 millions, des supposés 10 millions que nous avons entendus hier, pourquoi est-ce que le concerné n'a officiellement pas porté plainte? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, pour ce fait, je crois que la justice l'a condamné. Laissez-moi finir là, parce que je suis dans une logique donnée. Allez-y donc. Pourquoi la plainte n'a pas été légalement formulée? Deuxième aspect, pourquoi est-ce que des gens, je dis bien des civils, je précise, des civils qui ne sont ni policiers ni militaires, ont orchestré un rapt parce que nous l'avons reconnu, le tribunal a reconnu que c'est une arrestation illégale, donc c'est un rapt, ont organisé ce rapt et subitement par alchimie, la personne qui a été kidnappée ou du moins arrêtée illégalement se retrouve dans les mains de la justice béninoise. On se pose des questions. Comment, au moment où le transfert se fait, ils sont venus le déposer dans quelles conditions et au nom de quoi ou au nom de qui? Je crois que la question pour ces infractions, ils ont été condamnés. C'est des questions. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer parce que là, nous sommes dans des développements. Notre travail est de poser des questionnements pour justement avoir des réponses claires, parce que nous n'avons pas le droit d'opiner, nous avons le droit plutôt de chercher à comprendre ce qui se passe réellement. Parce que je pose cette question... Ici, nous opinons tout simplement après avoir posé les bonnes questions. Et là, ce sont les questions que nous nous posons et ce sont les questions que les citoyens posent dans le La dernière question, là maintenant, la dernière question, on se pose maintenant, on se dit, la justice togolaise a clairement et nommément cité des personnes. La justice béninoise a posé des questions au tribunal. La supposée victime a bien précisé qu'elle a reconnu 2 de ses ravisseurs, mais 2 personnes étaient cagoulées. Est-ce que celui qui a été relaxé faisait pas des personnes cagoulées? Nous ne pouvons le dire parce que lui-même personnellement, ou sinon la victime personnellement a dit « je ne l'ai pas reconnu personnellement parmi les ravisseurs ». Donc il se pose un problème d'équilibre. Donc je pense que le Bénin gagnerait aujourd'hui à beaucoup plus collaborer avec la justice béninoise. Je gagnerais aujourd'hui à beaucoup plus collaborer avec la justice. Pourquoi? Et ça fait justement cela permettrait ma question. Cela permettrait d'éclairer on va avancer. Et ça me permet de poser la question de savoir. Est-ce que ce serait vraiment normal que l'État béninois, la justice béninoise, peut-être au nom d'une coopération, je ne sais pas trop quoi, ou au nom d'un bon voisinage, puisse envoyer ses propres compatriotes, ses propres éléments en terre étrangère pour se faire, pour une justice quelconque? Est-ce que c'est logique ça? C'est bien normal que le procès se tienne à Cotonou. C'est ce qui a été fait. Bon, je pense que cette option voulue par certaines personnes, moi aussi, je me pose véritablement la question. Si tant est que nous voulons que le droit soit dit, n'est-ce pas? Surtout sur la personne des membres de ce commando qui ont posé cet acte. Donc je suis sûr que ça soit en terre togolaise ou en terre béninoise, il y aurait eu sentence d'une façon ou d'une autre, parce que nous sommes en face des gens qui ont posé un acte... oui, mais la lourdeur serait différente d'un pays à un autre. Hein? Peut-être. Il y a l'URIS qui a posé des questions. Et là, je me réfère encore au récit que nous avions entendu hier. Il a été dit que quand on a mené l'opération, n'est-ce pas, et que cela c'est un peu mal passé, quelqu'un a téléphoné monsieur pour savoir véritablement, enfin pour demander d'aide. Franchement, je suis dans une salle à faire, voilà, qu'est-ce que je fais? Et le monsieur lui a répondu, conduit la personne à tel endroit, en tout cas à l'OCRC
Donc, je pense que c'est un réflexe que nous pouvons avoir si, comment on dit, en face d'une situation, on vous appelle, écoute, va, rapproche-toi du commissariat le plus proche pour que cette affaire soit réglée. Là-bas, on pourra poser des questions nécessaires, on pourra voir clair dans cette affaire et voir la conduite à tenir. Donc, je pense qu'il y a dans ce récit cette réponse qui est sortie. C'est vrai, on peut se poser tout ce qu'on veut comme question en arrière-plan, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on veut faire, machin, et puis tout ça. Mais je pense qu'on peut faire foi, n'est-ce pas, aux différentes déclarations qui, à l'analyse, n'ont pas été contestées par la victime. Contrairement, je ne fais foi à aucune déclaration, même à celle de Steve Amoussou. Nous sommes en prétoire, nous sommes dans un procès et on sait comment chaque partie tire le drap de son côté pour gagner un procès. Au nom de cela, je balaye du revers de la main. Même les accusations des avocats, même leurs éléments de défense qui ne sont que des communications bien payées et des prestations bien payées par leurs clients, je bats tout cela du revers de la main. Je lis légèrement le droit, je lis légèrement la logique, je lis la diplomatie qu'il y a autour de cette affaire. Et c'est au nom de cela que pour moi, vous avez posé une des meilleures questions qui soit. Comment est-ce qu'on... pourquoi on trouve que c'est le Bénin qui devrait livrer ses citoyens à un pays qui accable? Quand les Nigériens sont venus illégalement à Wapko, à Semekboji, pourquoi les Nigériens n'ont pas demandé à prendre les agents de WAPCO qui sont venus, et c'est la justice béninoise, notamment la CRIET, qui a condamné l'entrée illégale des responsables de WAPCO et des responsables du CNSP, des membres du CNSP qui sont venus sur le territoire béninois. Parce que les Nigériens n'ont pas eu le temps de retourner sur le sol nigérien. Parce que pour que Niamey les renvoie à Cotonou. Je suis totalement d'accord. Mais quand, à l'époque, vous me permettez de finir, quand à l'époque, on a jugé les intéressés à Cotonou. Aujourd'hui, vous savez que jusqu'aujourd'hui, le Niger croit qu'ils n'ont jamais rien fait, mais qu'ils sont les condamnés ici au Bénin. C'est ça le droit. Parce que, quelle que soit votre souveraineté, vous vous êtes permis de vous mettre sur un territoire étranger, cet État étant aussi tout souverain comme le vôtre, parce que vous avez commis une infraction sur son territoire, que vous soyez américain, chinois ou russe, cet État... La souveraineté de sa loi nationale s'applique à vous. Et au nom de ce principe, les éléments d'enquête ouverts par la police, par la justice togolaise, qu'ils soient les éléments fondés ou non, que Cotonou y croit ou non, ces éléments accablent, accablent les Béninois qui, quand on donne l'exemple de l'extradition, ça aussi c'est de la coopération judiciaire. On peut se refuser ou accepter une coopération ou l'autre. Et je dis, parce que, telles que les choses sont faites aujourd'hui, je crains qu'on ait les mêmes yeux, les mêmes loupes, des mêmes lentilles, des mêmes dimensions si on était du côté du Togo. Maintenant, parlons d'une chose. Laquelle? Si par magie et alchimie, la justice qui prend aux mains quelqu'un qui a été kidnappé, parce que nous sommes tous en insécurité dans cette affaire, c'est-à-dire parce que nous tous on a des dettes ou parce que nous tous on peut avoir tout le moi je peux arrêter, hein. Si vous avez des dettes, William, parce que si vous enlève et qu'on vous amène au commissariat, le commissaire vous gardera parce que vous devrez payer vos dettes, William. Mais si les dettes peuvent nous amener outre-frontière et qu'au nom de cela, on peut se retrouver aux mains d'une justice. Et quand je finis. Oui, je me permets. Je vais finir pour ne pas être incompris. Je ne doute pas de la justice béninoise. Je ne dis pas que la justice togolaise a la science infuse. Mais quand je recoupe les éléments, je lis que la concordance, la succession des faits ne nous permet pas la meilleure manifestation de la vérité. Vous savez, a donné un bel exemple sur le cas du Niger, qui peut-être pour moi n'est pas l'avantage de sa réflexion. Quand la justice béninoise a fini par prononcer sa condamnation sur les citoyens du Niger, au Niger, ils ont été célébrés. On les a décorés comme des héros, voyez-vous. Et donc, ça varie l'appréciation qu'un État fait d'un citoyen ou un Y que dans une affaire varie d'un État à un autre. C'est pour cela que voilà donc, la justice béninoise a prononcé des condamnations sur des individus dans une affaire. Si l'État togolais pense que la sentence qui a été prononcée, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas profonde, elle peut toujours continuer à engager. On ne juge pas la même fois. Puisque à l'heure où nous parlons, le procureur du Togo a dit qu'on a mis aux arrêts certaines personnes là-bas. Et donc la justice togolaise peut toujours continuer encore par mener ses enquêtes. Ce n'est pas possible. On y va, Franck. Moi, je pense qu'il serait un peu maladroit de penser que dans cette affaire, que le Togo, dès qu'on demande par exemple qu'on envoie des citoyens qui seraient venus sur
le territoire togolais pour faire une opération, qu'on les envoie là-bas ou qu'on envoie des citoyens togolais vers ici. Vous savez, même lorsque la demande est formulée, l'État, à l'endroit duquel la demande est formulée, étudie et voici les conditions dans lesquelles on va juger la personne là-bas. Est-ce que ce sont des conditions équitables? Est-ce que le droit sera dit équitablement? Donc la peine de mort est supprimée à Lomé et tout. Donc, pour donner de l'eau à votre moulin, c'est cette étude qui n'a jamais été faite avant le procès surprise. Moi, je pense que William est trop péremptoire. Je suis péremptoire. Dans son analyse, j'ai la parole. William, de la criette n'est plus en pénal, et que ce soit des web activistes qui nous envoient des déclarations auxquelles des gens sont obligés de faire ce matériel. Moi, vous savez, il y a quelques jours, on se plaignait de ce que nous n'avons aucun élément dans ce dossier qui défrayait la chronique. Aujourd'hui, nous avons des éléments qui ont circulé. Moi, j'ai même vu des posts où on a dit que c'est le procureur de la Criette qui a donné ces informations. La science s'en tient à ces informations pour le moment. Je trouve que William est un peu trop péremptoire lorsqu'il dit qu'on n'a pas voulu collaborer, on a biaisé la procédure. Moi, je n'étais pas dans la salle d'audience. Mais pour les éléments qui nous sont parvenus, je pense qu'on a traité un pan du dossier. Et à cette étape de la procédure, je pense qu'on doit s'en tenir aux éléments. C'est qu'on a condamné des individus qui, de leur propre chef, qui n'ont pris aucune autorisation, qui ont violé des tests de droit, sont allés sur le territoire togolais pour mener une opération qui aujourd'hui les met en difficulté. Et ils ont été condamnés. Je pense que sur cette étape, je n'ai pas entendu encore l'avocat de Steve Amoussou qui est rejeté par exemple la condamnation du procureur de la Criette, ainsi de suite. Donc, sur ce point, il n'est pas condamné, donc il ne peut pas rejeter. Non, ils se sont constitués. Ils ont réclamé 20 millions. 20 millions. Bon, ils n'ont eu que 5. 5, je crois. Hein? Oui, ça veut dire que d'une part, ils sont légèrement satisfaits. Alors, par rapport à cette curiosité, il y a une curiosité qui est... Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal suivi l'affaire ou le déroulement du procès. Il me semble qu'il y avait 4 individus dans le véhicule. Des éléments qu'on a réunis. Et là, on n'a plus vraiment l'identité de toutes les 4 personnes. Est-ce que ceux qui ont été condamnés ne peuvent pas nous aider à savoir avec qui ils étaient dans le véhicule avant que... N'oubliez pas qu'il y a un autre individu de nationalité togolaise qui serait aux mains de la justice togolaise, qui serait dans le véhicule. Quand je dis serait... Vous savez, ça fait 3. Donc il nous reste une dernière personne. Bon, ou bien la maquilleuse ou la... je ne sais pas si elle était dans le véhicule. Comme dirait un humoriste, la peintureuse. Je ne sais pas si elle aussi était dans le véhicule. Alors, qu'est-ce que la justice togolaise va faire à votre avis? Non, Tanguy, il y a une riche. Oui. Ouais. Déjà, il faut dire que la justice togolaise est en train de mener tout doucement son enquête à elle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, et les informations qui nous parviennent font état de déjà plus de 5 personnes qui sont déjà aux mains de la justice. Et là, de son côté, la justice va poursuivre son travail et identifier d'autres personnes. Nous avons également ouï dire qu'il y a des mandats internationaux, d'arrêt internationaux qui ont été décernés. C'est officiel. Qui ont été décernés contre certaines personnes, certains compatriotes. Donc c'est pour vous dire que de son côté, la justice togolaise va poursuivre ses enquêtes. Parce qu'il y a par certains de ses fils qui sont impliqués dans le processus. Il y a des étrangers qui sont impliqués dans le processus. Et vous savez, c'est une question de souveraineté. Quand on vient commettre un acte de ce genre, en violation des tests dans votre État, c'est comme si on en ferait, c'est comme si c'est attentatoire à la souveraineté du pays. Et c'est clair que le Togo veut d'une certaine manière laver son honneur. C'est pas une première fois. International, on a vu quand même les États-Unis. Ça arrive très souvent. Mais chaque fois, on a toujours la réplique. Et justement, ce serait bien que la justice togolaise aille jusqu'au bout pour aussi éclairer l'opinion publique. Parce que jusque-là, nous ne voyons que le côté béninois, le côté togolais, mais n'oublions pas que la communauté internationale suit de très près ce dossier. Et donc,
La lumière des deux côtés pourra véritablement éclairer l'opinion publique. Non, la communauté internationale doit pouvoir suivre le dossier et justement opiner réellement dessus et savoir qu'est-ce qui s'est passé en temps réel. Jusqu'à présent, nous n'avons que des bribes d'informations. La preuve, le procès qui est venu, comme l'a dit Franck, c'est juste les web activistes qui nous donnaient quelques informations. Il faut maintenant que tout soit clair, même si éventuellement il y a des choses qui ne seront pas claires. Pour moi, cela aurait été très grave si la justice béninoise ne prononçait pas des condamnations sur les membres de ce commando. Si ça avait été ça, on aurait pu soupçonner une complicité entre l'État béninois et les membres de ce commando qui ont agi sur le territoire togolais. Là, au moins, on a le sentiment de ce que l'État, n'est-ce pas, sanctionne les individus qui ont posé un acte sur un sol étranger. Là, c'est clair. Maintenant, au nom de ce que chaque pays dispose de sa souveraineté en matière judiciaire, la condamnation qui a été prononcée à Cotonou ne veut pas dire que Lomé n'a pas le droit ou la possibilité de continuer autant qu'il le veut, autant qu'il le souhaite. Il va trouver les notes là où pour le condamner. Oui, ça peut prendre le temps que ça va prendre. On parle d'une affaire judiciaire. Peut-être même que les éléments qui sont arrêtés aujourd'hui à Lomé, on peut encore les interroger du côté de Lomé. Et Lomé peut encore nous sortir encore d'autres déclarations qui soient contraires à ce que nous avons entendu à Cotonou. Et chacun fera sa religion. Entre la justice béninoise et la justice togolaise, qui tient le bon bout. Donc je pense que... parce que ça s'est passé comme ça à Cotonou, ne veut pas dire que ça doit être exactement la même chose à Lomé. Je sais qu'il y a des Togolais qui sont impliqués dans cette... affaire, et au nom de cela, l'instruction va se poursuivre à Lomé. On va poursuivre les enquêtes. Mais je ne sais pas où et dans quelle chapelle juridique au monde on peut condamner une même personne pour le même fait deux fois, même si c'est dans deux pays différents. Au nom de cela, la justice béninoise a fait peut-être un exploit de se précipiter, de nous donner des condamnations hier, mais elle a fait obstruction à la manifestation de la vérité selon la procédure togolaise. Elle n'est pas la science infuse, elle n'est pas la manifestation toute faite de la justice, encore que la justice elle-même. La justice elle-même. Ce n'est pas une question de compétence. Oui, je suis garant de ce que je dis. Si je dis des bêtises, je crois que je les avale, n'est-ce pas? Je me permets de dire que on fait obstruction à la manifestation de la vérité, et là où on attend le plus, on ne nous satisfait pas. On a envie de savoir comment est-ce qu'un individu qui aurait commis une infraction, à qui des gens, pour qui des gens sont en train de se faire justice en commettant une autre infraction, cet individu a pu se retrouver devant les officiers de police judiciaire pour être auditionné par un procureur, aujourd'hui en détention préventive. Voilà les questions qui nous interpellent le plus. Mais attendez le 7. Vous dites? Attendez le 7. Non, avant le 7. Avant le 7, William n'a pas fini. Je voudrais finir. Et avant le 7, il y a aussi des politiques qui s'en sont mêlés avec des questions orales. J'espère que nos gouvernants vont davantage nous expliquer, parce que c'est une insécurité qui aura plané, qui planera sur la tête de tous si des règlements de compte entre personnes privées, selon ce qui a été dit dans le procès d'hier, je le précise, si ces choses peuvent servir à notre justice et qu'au nom de cela, on peut se voir... On est encore à la garde à vue. Non, pas la garde à vue. On est encore... Il a été auditionné aujourd'hui, la détention préventive. Oui, détention préventive, j'allais dire, oui. Le principe de droit ou de... la forme dans laquelle on mène une enquête, une instruction, est-ce qu'une justice doit aller prendre son agenda au niveau de la justice d'un autre pays? Si à Cotonou, on a précipité les choses pour avoir les éléments d'appréciation pour juger ou pour condamner tel ou tel autre, la justice béninoise peut prendre 2-3 ans sur la même affaire, si tant est qu'on n'a pas déployé les mêmes moyens pour avoir ces éléments d'appréciation. Je pense que c'est pour mieux, c'est pour voir clair le 7 octobre prochain qu'on a voulu détacher. À mon avis, c'est la lecture que moi j'ai fait. Peut-être l'État béninois, c'est possible aussi. Bon, ça ce sont des interprétations. Oui. On a voulu détacher et ce pan du dossier pour vite terminer avec, afin de se mettre résolument sur l'autre. Maintenant, je me dis qu'on est en présence d'une autosaisine, et William l'avait évoqué, par rapport à l'autre, cet aspect précis, et même par rapport à Steve Amoussou. Peut-être qu'on lui reprochait des choses. Des gens auraient déposé des plaintes, je ne sais rien du tout.
Mais si il s'est retrouvé... C'est ce qui est étonnant, justement. Oui, je pense que le 7 prochain, le 7 prochain le sera. Dans un état de droit, ce n'est pas le jour de votre procès qu'on sait ce qu'on vous reproche. Ah non, la justice sans avoir... L'accusation qui se pose contre Steve Amoussou aujourd'hui sont fondées sur des faits. Pourquoi on rend public des faits que nous écoutons, que nous entendons, et ce qui lui est effectivement reproché? De quand dataient les faits qui lui sont reprochés? Est-ce avant le rapt ou après le kidnapping? En fait, oui, tout ça, la justice... c'est pour ça que je dis que je pense que la justice ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'on est en train de se taper dans la poudre. Oui, William le sait très bien. La justice ne fonctionne pas comme un organe de presse. Nous, si nous avons tout de suite... Nous-mêmes, on a nos principes. Non, absolument. Et nous prenons le temps. Lorsque nous avons un scoop, par exemple, vous savez, la justice peut prendre tout le temps qu'elle va prendre, mais au niveau des médias, on recoupe rapidement les éléments. Le scoop fait... Le scoop, avant vous de diffuser un scoop, vous vous rassurez de ce que vous avez, c'est vrai. Donc au niveau de la justice peut avoir, on peut dire William c'est un vendeur de drogue, excusez de peu. Non, il n'a jamais été. Non, ça c'est un exemple. C'est un exemple que je prends. Mais nous on peut dire, écoutez, William serait, pour se protéger, serait dans le domaine tout. Non, mais si vous mettez la sereine, on dit avec des conseillers. Non, nous avons notre manière. Non, vous savez condamné. Non, vous savez que nous avons notre manière de le dire. On dit avec assez de pincettes ce qu'on veut vous donner comme information, mais on apprend que la justice ne vous dira pas cela. La justice prend son temps. Rendez-vous la prochaine page du feuilleton. Oui, pourquoi pas. Les gars, merci beaucoup pour la discussion. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, juste après moi, vous avez la revue de presse à suivre. Très bonne journée à vous. Ce que je ne comprends pas au niveau des privés, c'est que quand les enfants sont déjà là, même si les enfants font 4 ans, ils disent encore, les privés disent encore il faut la réinscription. Et ça, là, ce domaine-là, je ne comprends pas. L'enfant a déjà fait l'inscription avant de démarrer et 4 ans après, ou bien chaque année, ils font aussi la réinscription. Chaque fois, c'est la réinscription. Ça m'étonne, moi. Je ne comprends pas. L'école privée, là, n'est pas ni rentrée scolaire, et non pas réinscription d'anciens élèves légaux. Et bien, il m'a donné quand je défilais quoi ancien et ça, besoin de faire de réinscription ici. Au moins, ici, de nouveau, là, c'est mais ancien là. Et moi, ça, c'est ici, ni à cause aussi. Bon, oui, mais non, côté important. Et voilà. L'on y a nos filles, filles, nos filles, elles bien car l'école privée. Nous sommes près de 600 et quelques mille pour le coup. Sans l'uniforme, sans les fournitures scolaires. Nous ne comprenons pas côté privé où il était. Souvent, nous avons vu des écoles sont sur CI, Kakawa, 6e, 5e. Nous à quoi les noyaux au village, si il y a un dépôt. Il y a un dépôt. Nous avons vu des gens rentrer trop. Ils ont des doigts sous à quoi ouais. Il y a deux qui et CM2, avec 6e, avec 5e. Au moins, il m'a donné un baillement. Tu as vu des gens qui ont 4 ans, 5 ans. Il doit avoir des quoi au moins, l'école de l'étude, il y a plus de 300 000, 200 000. Ah, au support, dans des mécanismes, quoi, Matimba.